Bonjour, on se retrouve pour la deuxième partie consacrée au thème de comment bien aborder une planche en permaculture. Je vous ai fait une première partie sur une planche calibrée à peu près d'1 mètre de large. Cette fois-ci, on est sur une surface beaucoup plus large, d'environ 3 à 4 mètres, un petit peu comme celle que vous voyez qui est labourée devant moi. Et donc on a deux planches de ce type ici qui avaient été semées au printemps avec un mélange de graines semées à la volée. Donc voici celle-là de planche, ou encore celle-ci. Et entre, on a une planche qui est permanente en fraise, une petite fraiseraie qui a maintenant 3 ans il me semble. Donc celle-là je ne l'ai jamais touchée pour qu'elle continue à donner le maximum de ce qu'elle peut donner. Et donc encore une fois on se retrouve avec quelque chose d'assez complexe à gérer comparé à une monoculture. Finalement, si on avait une seule espèce, une seule variété sur cette planche, se poserait juste à cette époque la question de la récolte, et puis ensuite d'un broyage, et puis d'une remise en culture. On arrive à la fin d'un itinéraire technique, on repart sur quelque chose de nouveau. Le problème, c'est que là-dedans, dans cette planche, on a donc tout un ensemble de choses, et c'est encore une fois l'observation qui va nous donner la conduite à tenir maintenant, avec plein de petites tâches à effectuer en fonction de de la finalité, de l'objectif qu'on veut atteindre. Et ben on va faire ses choix. Et ça dépend de chacun. Chacun a sa stratégie, chacun a ses choix. Est-ce qu'on veut là prioriser l'alimentation des animaux, s'éterniser à essayer de récolter tous les sorgho à balai et les maïs? Est-ce qu'au contraire, on veut se concentrer sur le repiquage de toutes les espèces qu'on trouve à l'intérieur et bientôt qui seront vouées à la destruction, donc il est encore temps de les déplacer? Voilà, c'est pas mal de questions à se poser, et chacun après est libre de mener les choses comme il le souhaite. Donc je vais me déplacer à l'intérieur de la planche pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut retrouver, et en gros quelle suite on pourra donner à cette planche si on essaye de se projeter un petit peu dans l'avenir. Donc voilà, encore une fois, quand je me déplace dans les planches, souvent j'en profite pour récolter, et en même temps j'observe ce qui se passe, hein, et ça c'est un travail à l'automne qui occupe pas mal, puisque ici on n'est pas mécanisé, on n'est pas voilà, on n'a pas le matériel qu'il faut pour récolter mécaniquement, et encore une fois, si on récoltait mécaniquement, on risque de faire une impasse sur toutes les autres choses qui se trouvent à l'intérieur. C'est là où le travail humain a toute sa place en permaculture. Il n'y a pas grand chose qui peut remplacer la main de l'homme. Je vois mal un robot, même un robot s'attaquer à une planche de cette manière. Ça va être très compliqué. Donc vous voyez, quand on progresse, dès les premiers pas, on s'aperçoit de certaines choses. Donc ici on a pas mal de fraisiers en fait qui se marcotent, hein, qui viennent soit de notre planche qui se trouve sur la droite, notre planche permanente de fraises, mais on en a également sur une butte de l'autre côté. Donc en fait finalement, de part et d'autre, on est colonisé par les stolons de fraisiers. Et on va dire que ça, c'est des plants de l'année. Donc finalement, si on veut renouveler un peu nos fraises, on peut compter sur ces fraisiers qui sont déjà bien implantés, et qui pourraient passer l'hiver et nous donner des fraises dès le printemps. On a aussi des pieds de blettes. Donc j'avais jeté des graines à la volée, hein. Donc c'était un mélange, pour vous rappeler de ce que j'ai mis, du sorgho à balai, du maïs grain, donc c'est du maïs d'Astarac rouge ou blanc, des blettes, des courges, et voilà, c'était à peu près tout. Et après, donc, on n'est pas à l'abri de voir des choses spontanées se ressemer, hein, issues des précédentes années, des choses que j'aurais laissé grainer. On retrouve souvent des salades qui grainent toutes seules. Voilà, on va avancer un petit peu. Donc vous voyez les blettes rouges. Donc des pieds de cette taille, c'est encore temps de les déplacer. On peut éventuellement les mettre sous serre. Des pieds de plus grande taille, on voit ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut commencer à récolter dessus et leur faire un peu de ménage autour pour qu'ils aient accès à la lumière, puisque là clairement il y a une concurrence qui s'est instaurée, et nos pieds de blettes ils souffrent un petit peu de manque de lumière, peut-être de l'accès aux nutriments aussi.
Donc les pieds de blette, on voit qu'on en a de partout. C'est surtout les fraisiers qui m'interpellent, puisque finalement on en retrouve à peu près sur toute la planche, de part et d'autre. Et donc ça interroge quant à la suite à donner. On se dit que potentiellement, facilement, on pourrait se faire une petite fraiseraie au printemps prochain, assez facilement. Voilà, c'est une des idées qui me vient à l'esprit comme ça. On va progresser un petit peu plus, donc forcément on retrouve aussi nos citrouilles. Alors celle-ci, je ne sais pas d'où elle vient exactement, mais on va procéder de la même manière qu'on a fait sur la planche avec les choux, c'est-à-dire que maintenant les citrouilles, on n'est plus dans l'objectif d'obtenir des nouveaux fruits, on est dans l'objectif de laisser grossir ceux qui sont déjà existants. Donc on va couper toutes les pointes, toutes les nouvelles fleurs, ça sert à rien de les conserver. Alors là c'est intéressant, on a toujours les mêmes mélanges de graines, de plants, et auxquels on va ajouter la mâche. On voit la mâche qui sort ici, donc ça peut être intéressant. Il va falloir voir comment est-ce qu'on peut procéder si on souhaite la garder, sachant qu'à un moment il va falloir bien évidemment broyer tout ce mélange et restituer le carbone au sol. Toutes ces pailles, toutes ces pailles de maïs et de sorgho à balai vont se retrouver au sol. Est-ce que notre mâche va arriver à percer au travers? Les fraisiers, j'ai pas trop de doute là-dessus, ça devrait le faire. Par contre la mâche, est-ce que ça va aller, oui ou non? Voilà, c'est des questions à se poser. Personnellement, je pense que ça doit pouvoir le faire, mais voilà, c'est des questions que je soulève. On retrouve du sorgho à balai qui a grainé tout seul, donc il y en aura probablement sur toute la planche, surtout quand je vais me mettre à broyer le mélange, il va forcément rester des épis, et on va se retrouver avec du sorgho à balai au sol. Donc est-ce qu'on veut se retrouver encore à nouveau avec du sorgho à balai sur la planche la prochaine saison? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Ça me semble un petit peu compliqué étant donné qu'il a besoin de chaleur pour germer. Il va démarrer tard, il va démarrer peut-être qu'au mois d'avril ou mai. Et donc on aura déjà peut-être des adventices qui auront vraiment pris le dessus. Donc ça ne me paraît pas forcément judicieux. Et le deuxième point, c'est que, étant donné qu'on vient de faire une culture de ce type-là, est-ce que notre sorgho va bénéficier des nutriments? Je ne sais pas. C'est un petit peu contraire à la rotation des cultures. Même si en permaculture, on verra qu'on arrive à s'y affranchir, j'essaye quand même, quand je peux, moi, de respecter ce principe qui est un principe fondateur de l'agriculture. Je terminerai au cœur de cette planche par une petite analyse en fait des échecs et des réussites. Donc en gros, on va dire que tout ce qui est destiné à la nourriture pour les animaux est une réussite. On a beaucoup de sorgho à balai, on a pas mal de maïs. Ça va être une bonne récolte pour les animaux, pour les poules notamment. On a beaucoup de matière carbonée, on a une bonne quantité puisqu'on a travaillé sur la hauteur. Et donc ça va être bénéfique pour le restituer au sol. On sait que nos sols sont en manque de carbone, donc ça va être bénéfique pour un retour au sol. Nourriture pour les animaux, j'oubliais le tournesol, mais il y en a pas mal aussi, donc ça c'est le point positif. En alimentation humaine, finalement il n'y a pas grand chose là d'accessible tout de suite. Il y aura peut-être de la mâche, peut-être des fraisiers l'an prochain, mais donc directement il n'y a pas grand chose. Les blettes, elles ne sont pas vraiment disponibles, mais possiblement on va en bénéficier si on les déplace sous serre ou en pleine terre. Donc ça c'est plutôt on va dire les points négatifs. Le peu de haricots qu'il y a, on va essayer de les laisser faire de la graine, de la semence finalement. En n'y ayant pas touché, peut-être qu'on aura quelques graines sympas à replanter l'an prochain. En fait, en gros, j'ai choisi de donner une orientation à ma culture en laissant les choses se faire assez naturellement. J'aurais pu apporter beaucoup plus de régulation en éclaircissant tout ça, de manière à laisser plus de place aux blettes, à tout ce qui est au sol. Finalement, il y a une grosse concurrence qui s'est établie pour l'accès à la nourriture au niveau du sol, mais aussi en termes de lumière. En point positif, la météo nous a vraiment aidé puisque on a eu un été qui a été assez pluvieux et donc il n'y a pas eu trop de concurrence hydrique pour nos cultures. Mais voilà, quand la culture se met en place, c'est à ce moment-là qu'il faut faire des choix. Et donc moi, mon choix s'est porté sur laisser faire beaucoup les choses. Au final, je me retrouve avec
une grande dominante sorgho à balai et maïs. J'aurais pu décider de le réduire drastiquement ou du moins faire un bon éclaircissage pour favoriser les cultures au sol, pourquoi pas les haricots verts. Voilà, tout ça c'est des choix à faire. On a toujours tendance à, enfin je pense, du moins ça c'est pour moi, je parle pour moi, mais je pense qu'on est un peu tous concernés. On n'aime pas trop quand on voit des choses qui poussent bien, intervenir dessus et essayer de les réguler. On se dit que par la suite on va manquer. C'est un peu comme pour les fruitiers où on a du mal à enlever des fruits pour laisser grossir les autres. Voilà, tout dépend. Qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut avoir plus de petits fruits et plus de petits fruits qui ne sont pas calibrés, ou est-ce qu'on préfère avoir moins de fruits mais des fruits plus gros? Ben là c'est un petit peu la même logique. Est-ce qu'on préférait avoir plus d'une certaine récolte de quelque chose, ou alors on a favorisé finalement le tout, et ben finalement on est plus rentré en concurrence que si on avait apporté une touche de régulation. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette planche, c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup d'informations. Et bien sûr, excusez-moi, je m'entremêle un petit peu les pieds, mais on reviendra sur tout ça. Je vous ferai beaucoup d'abordages de planches parce que c'est comme ça aussi qu'on construit son expérience. Et je pense que c'est bénéfique pour tout le monde. À très bientôt.